Salut la foule, ça va bien? Allez, 10 points à celui qui a reconnu la musique si vous l'avez entendu. Je sais pas si la musique est passée, normalement j'avais mis dans l'outback. On verra. On va attendre que le raid d'Olivier arrive. Ouais, c'est le roi lion, on va dire comme ça. Alors on attend qu'Olivier arrive parce qu'il a eu un sujet... Ah ben voilà. Voilà l'ami Olivier. Il a eu un sujet très intéressant aujourd'hui sur Claude Code. Donc pour celles et ceux, parce que vous, je sais que vous débarquez, vous avez suivi les deux, mais pour celles et ceux qui regardent le replay, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Monsieur Ponceto91 qui aujourd'hui nous a parlé de Claude Code, mais pas que. Et en tout cas, un truc intéressant, c'était de voir la façon dont il utilisait ses outils. Alors je vais rester dans la bonne température de la fin parce que je suis mais évidemment 8000% d'accord avec ce point-là. Olivier faisait un appel dans vos boîtes, par pitié, continuez de pousser pour embaucher des juniors. Aujourd'hui, personne ne peut prédire effectivement ce que les métiers autour du développement seront dans 10 ans. Il y a une certitude, c'est que c'est beaucoup trop tôt pour complètement abandonner toute une population et toute une façon de travailler. Faites cet investissement sur l'avenir, un junior deviendra un senior, et quoi que devienne le métier, vous aurez toujours besoin de ces gens-là. Donc, faut pas s'enflammer, je pense. Mais, euh, mais oui, c'était intéressant de voir comment tu travailles, Olivier. Alors, je vais me permettre de te répondre aussi, parce que j'ai suivi un petit peu, évidemment, le live, toujours aussi intéressant. Euh, il y a plein de choses. Soit je me suis dit, bah non, moi je fais pas comme ça. Soit, ah, en fait, il a raison. Parce que j'ai évolué dans ma façon d'utiliser, notamment Claude Code ou Gemini CLI. Et il y a des choses, je m'en étais même pas rendu compte. Et la première, c'est quand tu as expliqué que tu avais isolé ton Claude Code pour pas qu'il ait accès à la machine et ce genre de choses. Et je me rends compte que j'ai plus, et peut-être à tort justement, c'est ça qui m'a fait réagir, j'ai plus cette appréhension. Alors que, si vous avez regardé l'émission la dernière fois, j'ai plongé dans tout ce qui était, je sais pas comment on peut les appeler encore. Claude Code, Gemini CLI, c'est les assistants de code. Mais les outils comme OpenClaw, Nanobot, c'est les systèmes agentiques qui vont être des assistants multitâches. Donc c'est encore l'étape d'après. Et ceux-là, par contre, moi je les mets dans une petite boîte isolée, avec des comptes isolés, avec un bout de réseau isolé, pour garder la main dessus. Parce que je pense que là, autant Cloud Code et Gemini CLI, il y a eu une maturité de plus en plus importante. Le sandboxing est programmé dans le code lui-même, donc ça aura du mal maintenant à sortir. Autant ces nouveaux outils, non seulement ça déboule, mais je vous ai pas mis le lien, mais c'était la news un peu du jour là que j'ai vu passer. Vous avez le créateur de OpenClaw qui s'est fait embaucher par OpenAI. Et si vous vous rappelez, je lirai tous vos commentaires, hein, je répondrai après au fur et à mesure. Et non, tu n'es pas un psychopathe, Olivier, tu as tout à fait raison. Le fait que cette personne soit embauchée par OpenAI, ça continue de lever des red flags pour moi. C'est-à-dire que je vous avais parlé l'autre fois d'OpenClaw avec... si je l'isolais, c'est que on sentait dans leur façon de communiquer, dans certains détails, en allant regarder le code est encore accessible, en voyant la façon dont c'est configuré, on sentait qu'il y avait quand même, on va dire, un rapport à l'éthique et la sécurité assez souple, on va dire, à minima. Et pour moi, c'est la même chose pour OpenAI. Ça veut pas dire qu'ils font pas des grandes choses avec leur modèle. Ça veut juste dire que parmi tous les grands fournisseurs de grands modèles, je trouve que c'est ceux qui marchent un peu sur tout ce qui dépasse. Il y a un côté bulldozer, bully désagréable chez OpenAI que je n'apprécie pas trop. Après, ils s'en foutent de mon opinion, hein, ça leur réussit. Mais ça allait avec, pour moi, ça fait... on prend OpenClaw parce qu'il prend pas de précautions ou il s'inquiète pas de ces aspects-là. Et ça va dans le même sens. Et cette espèce de course n'est pas une course réellement technologique. C'est ce que je disais tout à l'heure pendant ton chat. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de notre métier et savoir s'il va disparaître dans 10 ans? Bah, peut-être qu'il aura disparu dans 10 ans.
Mais par contre, ce dont je suis sûr, c'est que ce ne sera pas à cause de la technologie qui aura disparu, ça sera de la façon dont ce sera utilisé par les structures qui nous emploient, qui nous donnent un salaire, hein, c'est très bien, c'est comme ça que la société fonctionne aujourd'hui. Par contre, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment un signal assez fort. C'est, je pense, la première fois que beaucoup de gens dans l'IT prennent conscience du fait que, tout comme les autres, après 40 ou 50 ans de magie, parce que l'informatique, on payait n'importe quel budget pour faire n'importe quoi sans se poser de questions, finalement, il y en a qui continuent de vouloir faire de l'argent, mais ce coup-ci, ça va être probablement un peu sur notre dos. Donc, je me suis retrouvé à Torrentech, excellente conférence, j'ai passé un excellent moment où j'ai donné un talk sur les agents. Et comme on m'avait posé une question assez précise dans ce sens-là, voilà, comme je voulais pas non plus y aller trop fort, j'ai juste dit un truc tout simple, c'est que il va falloir l'assumer, mais la tech est aussi politique. Et ça m'a valu les foudres, mais c'est pas grave, ça a vite disparu, ça a pas duré longtemps sur quelques réseaux sociaux, donc c'est pas très grave. Mais par contre, en ayant des discussions dans les couloirs sur ces sujets-là, il y a quelqu'un qui m'a fait une analogie très intéressante, qui est peut-être une que vous avez déjà entendue. La comparaison à ce qui arrive au métier de l'IT aujourd'hui avec l'IA est similaire à quelque chose qui s'est produit dans l'agriculture il y a déjà bien longtemps, où avant vous aviez chaque paysan qui avait son savoir-faire, savait faire pousser ce qu'il fallait pour nourrir les populations autour. Et puis la mécanisation, l'industrialisation, maintenant, au lieu d'avoir un tout petit terrain qui pouvait travailler, maintenant il a des terrains gigantesques. Mais pour la plupart, ils en sont plutôt à vouloir aller se pendre au fond de la grange. Et pourtant, ils ont toujours leurs compétences, toujours leur passion pour la plupart d'entre eux. C'est pas réellement la technologie, c'est ce qui en a été fait autour. C'est le fait que, voilà, l'être humain et l'argent, il y a un rapport qui est compliqué dans nos sociétés. Et c'est ça qui a fait énormément de mal aux individus, agricultrices et agriculteurs. Et je ne sais pas si on n'aura pas le même problème avec l'IA dans nos métiers. Et c'est peut-être le moment, là, maintenant, de faire en sorte que ça ne dérape pas trop. Sachez que toutes et tous, vous avez ce petit pouvoir aujourd'hui de mettre en œuvre ces systèmes, donc ne sciez pas trop fort votre branche, mais soyez un peu prudent sur ce que vous faites. C'est passionnant, c'est pareil, à la fin de Torrentech, j'ai relancé un message, soyez passionnés, on n'est pas obligé d'être passionné pour travailler dans l'IT, mais si vous l'êtes, faites-le savoir et faites en sorte que ça puisse perdurer un peu. Je vais prendre 2 secondes parce que je vois que c'est comme pour toi, Olivier. C'est la première fois que j'ai autant de commentaires, ce qui est très bien. Hop. Oui, mon petit Goose, je vois. C'est la déprime post-conf. C'est normal, moi aussi, un petit peu. Qu'est-ce que j'ai eu? Hop. Alors, c'est un autre phénomène. Je prends au fur et à mesure. Je vais remonter. Donc, Mathieu, tu dis... qui discutait avec quelqu'un d'une ESN qui partageait une vision intéressante que dans 1, 2 ou 3 ans, on allait se prendre dans la figure plein de projets web codés qui seront immaintenables. Alors, oui, je suis d'accord, mais je pense pas que c'est une tendance long terme, c'est juste là, cette période de transition que décrivait Olivier, le temps qu'il y ait une espèce de rationalisation autour de l'outil, qui est possible, je pense. Je crois beaucoup dans l'approche qu'a décrite Olivier, même si j'ai tendance à être peut-être encore plus enthousiaste, peut-être à tort, attention, j'ai pas de vérité sur le sujet. Je sais pas si ce sera tellement l'enfer que ça d'ici 2 ou 3 ans. Ce qui va être l'enfer, c'est pas tellement les équipes qui auront webcodé, c'est les gens qui n'ont strictement aucune des compétences qui vont autour du pur code, qui ont des positions parfois dirigeantes. Je ne pointe personne parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui à faire les malins et à débouler dans les réunions avec leurs équipes en disant putain, ça fait 1 an que je vous demande ça, que vous avez foutu, moi je l'ai webcodé en 3 heures. Là ouais, là on a un vrai problème. Pour là, je suis pas sûr que dans les projets ça soit vraiment la panique. Je vois aussi un commentaire qui m'intéresse beaucoup de Xals, qui peut-être est déjà parti, si c'est le cas, c'est pas grave. Tu regarderas le replay, j'ai parlé de toi, et je trouve que ta remarque sur les alternants, ils sont très critiques sur les outils et ont réellement envie d'apprendre à coder et à comprendre. C'est un truc dont j'ai parlé un petit peu rapidement avec Olivier, qui a beaucoup plus d'étudiants que moi sous les yeux régulièrement. Moi, c'est plus des gens un peu plus proches, qui sont jeunes, qui sont en études, et ils se plaignent en fait qu'on les force dans certains cas à aller trop vite, trop loin avec l'IA, alors qu'eux, ils ont envie d'apprendre un petit peu ce qui se passe dessous quand même.
Donc il y a un équilibre à trouver dans la façon dont on leur apprend tout ça. Je pense que le vrai équilibre, que ça soit dans les écoles ou même pour nous, c'est pas de rejeter en bloc, c'est pas d'accepter en bloc, c'est d'arriver à trouver cette espèce d'entre-deux où il va falloir faire avec et maîtriser la chose. Je pense qu'on peut sandboxer les choses avec Docker. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Aurélie. J'avais mis sur une machine dédiée OpenClaw. Je regrette pas parce qu'il y a vraiment eu des fois où on sent que ça peut partir. Je vais essayer de me faire. Alors, c'est pas prévu d'origine, mais j'aime beaucoup le petit projet Nanobot qui me semble un peu plus paisible et réfléchi. Bon, on verra, je peux me tromper. Et lui, je vais me créer une petite image Docker pour le faire tourner. Ça fait toujours plaisir de voir un message. Je suis complètement d'accord avec toi, Titi, n'est-ce pas, Olivier? Et effectivement, Xalt nous a quitté entre temps. Voilà, vous avez vraiment mis plein de commentaires. Je remonte. Oui, tu parlais de l'embauche du créateur d'OpenClaw. Non, je pense qu'il cherchait Anthropic. Hein. Tous les nommages tournaient autour de Claude. En même temps, c'était une provoque, effectivement, qui a pu aboutir chez OpenAI. Peu importe. Alors qu'il aurait pu embaucher le créateur de la planète Hippola. Tu sais que j'ai pensé à toi, Sebi, parce que suite à ta keynote, moi j'avais eu quelques essais. Depuis, la techno a vachement évolué et je pense vraiment que je vais replonger là-dedans. Avec des petits modèles, j'essaie de faire tourner un truc en local. Et je t'en reparlerai si ça fonctionne déjà. J'ai essayé de retrouver tout ce que tu avais raconté. J'adorais les histoires toute l'histoire que tu avais racontée autour. Donc on verra. Ça fera peut-être l'objet d'autres émissions calmes. Vraiment, c'est passionnant aujourd'hui. C'est bien que vous soyez... Ne soyez pas d'accord avec moi, c'est pas le sujet, c'est allez-y. Parce que quand je vois tous ces commentaires, je me dis que vous vous posez toutes et tous des questions et il n'y a que ça d'important, je pense, en ce moment. C'est ça, un esprit critique, c'est se poser les questions. Hein. C'est pas avoir la vérité toute faite qui tombe, donc c'est très bien. Ok. Ah, et ben il y a un article, ben, j'ai pas eu le temps de le lire. Je vois Mathieu qui nous parle de, voilà, qui nous raconte une histoire. Je vais vous partager le lien, mais il l'a mis, donc vous l'avez vu. Je le lirai, j'en reparlerai probablement. Où tu as eu affaire à quelqu'un à qui tu as voulu montrer qu'il fallait peut-être pas se précipiter dans un projet parce que visiblement on te demandait d'injecter de l'IA dans un projet alors qu'il n'y avait pas de réflexion autour. Et t'as juste dit qu'il fallait réfléchir et on t'a dit toi t'es anti-IA. Et effectivement, je trouve dommage qu'il y ait des réactions de ce type-là. C'est bien hein, de se poser les questions, on n'est pas là pour faire barrage à ça, au contraire. Moi le premier, je suis enthousiaste, j'ai envie que ça avance, j'ai envie. C'est une technologie qui me passionne, donc il faut que ça continue. Ouais, alors, je vais rebondir aussi sur un autre message. Peut-être j'arrive pas à vous rattraper, c'est très bien. De Empoisonneur qui dit que depuis 50 ans, tous les 10 ans, les non-tech viennent avec un outil magique pour faire disparaître le centre de coût que sont les devs. Alors oui, j'en ai vécu plusieurs, hein. Alors pas pendant 50 ans, ça fait pas non, ça fait pas 50 ans que ça fait 40 ans que je dev. J'ai regardé l'autre jour mon Spectrum, j'avais 13 ans. Maintenant, j'ai beaucoup plus de 40 ans par-dessus. Oui, il y a toujours eu des révolutions cycliques pour essayer de faire disparaître ça. On a eu les premiers ateliers logiciels qui prétendaient remplacer une partie des devs. On a eu et ça a fonctionné pour plein de gens. Ça a facilité la vie de plein de gens et ça a permis de faire avancer énormément les idées qui nous servaient aussi. Donc, vous voyez, là aussi, bon exemple. Il y a eu le web aussi qui a tenté de nous faire croire que tout passait par un site web et que c'était facile à faire. Ça a quand même fait avancer plein de choses. Là, il y a quand même une différence, c'est que je trouve que la force de frappe de l'IA est quand même, d'un point de vue technologique, encore une fois, je trouve que il y a quelque chose de très puissant et de très fort. J'aimerais beaucoup, parmi l'aspect critique qu'il faut qu'on ait, qu'on se pose réellement le coût, et le coût, il est financier, écologique et social. Et tant qu'on se pose pas ces trois questions-là, on va aller dans le mur très très vite et très très fort. Bref. Je vois quelques petits provoques entre vous. Steph qui dit que déjà que maintenir son propre code 3 ans après, c'est l'enfer. Ouais, c'est vrai aussi. Oui, le retour des coûts, ouais, mais ça c'est sûr. C'est sûr. Et si vous connaissez une entreprise qui est prête à avoir quelqu'un d'extraordinaire et de formidable, adressez-vous à Sebi, sa fille cherche une alternance, et je vous promets, zéro blague, c'est pas du tout du copinage, c'est une jeune femme brillante qui mérite d'être accueillie dans votre entreprise. Sebi, hésite pas à mettre si tu veux des détails ou balancer un lien s'il y a un endroit où elle a mis ce qu'elle cherchait exactement.
on relaiera avec plaisir. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Aujourd'hui, on paye une fraction de ce que ça coûte, on payera le coût réel de l'outil et la rationalisation commencera. Alors Mathieu, c'est ce que je viens de dire, dans le sens que oui, je suis d'accord avec ce point-là, mais si on oublie les deux autres, à savoir, au-delà du coût écologique, le coût financier, le coût écologique, le coût écologique et le coût social en plus, on va dans un mur qui fait que, bon, on se posera pas la question dans 10 ans, parce qu'il y aura peut-être plus de planète, donc comme ça sera réglé. Ou alors on sera tous dans un monde à la Mad Max, en train de chercher à survivre. Je pense qu'il faut aussi, j'exagère bien sûr, mais je pense qu'il faut faire gaffe à tous ces coups parce que ça craint. Tiens, ça me rappelle que dans ma to-do list après Tour Tech, j'avais à regarder les espèces. Alors je sais pas si ça s'appelle comme ça. Philippe qui en parle. Pour sandboxer, il y a des micro VM avec Docker. Il y a un truc à faire, donc je regarderai en détail. Le Agentic Burnout. Merci Célie, je voulais en arriver à ça. Tu parles de l'Agentic Burnout, les gens qui se crament avec leurs agents. Oui, et ça me fait penser à un truc que j'ai dit tout à l'heure sur... voilà, on s'enflamme, on part, il fait chaud, et j'oublie de mettre la base. Je vous mets le lien sur le Discord de Calm où on discute de tous ces sujets, entre autres. Et comme les discussions autour de ce qu'a fait Bbox, il faudrait que je vous remette le lien. Il a publié sur LinkedIn une façon de router ses modèles pour optimiser en fonction de ce qu'il a à faire. Enfin bref. La preuve que cet outil peut aussi être un démultiplicateur pour quelqu'un qui est très intelligent et que j'apprécie beaucoup et qui n'est pas spécialement formé à l'univers du code et qui maintenant fait des choses extra. Bref. Et je leur ai dit, attention, pour moi, il y a un phénomène... Sébi, la conséquence, c'est probablement une forme de burn-out. Et c'est pas une forme de burn-out, c'est probablement tout simplement un burn-out aussi. Quand vous utilisez un agent, il y a une tendance que j'ai sentie, alors pas à la même échelle, mais c'est assez rapide de se dire, je discute avec l'IA, elle m'aide à planifier, en suivant les bonnes pratiques, décrites tout à l'heure par Olivier pour avancer, en relisant son code et tout. On se retrouve avec un seul interlocuteur, c'est cet agent. Pour peu que vous basculiez côté un peu autonomie avec les OpenClaw, Nanobot et autres, vous allez vous retrouver, avec un budget qui va avec, mais ça c'est vrai pour tous les sujets autour de l'IA, vous allez vous retrouver avec plusieurs projets en cours, et finalement vous avez votre petite bulle où vous avez l'impression de créer, faire plein de choses, mais vous êtes tout seul à l'arrivée. Faites attention, vous restez un être humain. Et je pense que c'est ça qui peut vous cramer rapidement. Parlez de vos projets, même avec de l'IA, venez sur Discord ou trouvez d'autres plateformes, il n'y a pas de souci, et discutez de vos projets. Échanger. Moi, j'ai adoré voir ce que Bbox a construit. Nous avons notre petit retardataire Patrice qui est en train d'essayer de regarder, mais c'est vachement bien d'échanger sur ce sujet parmi tous les sujets techniques. Il faut continuer. C'est là où je dis qu'il faut que ça reste parfois un bout de passion, et même si ça l'est pas, soyez prudent. Ne vous enfermez pas sur un truc qui vous donne l'illusion que tout va bien, vous discutez avec quelqu'un, mais en fait non. Je pense que le facteur humain, il faut y faire très très attention et pas s'enfermer là-dedans. C'est bien, il est 13h24, j'ai pas fait un seul des sujets que j'avais prévus. On va voir ce que j'arrive à faire de toute ma liste. Si, on va faire ça. On va faire celui-là. Tac. Hop. Je vais vous partager celui-là. Évidemment. Et là où ça ne marche pas. J'ai vraiment des... Ça n'a pas changé. Alors, les mises à jour de... Hop. Alors, ça va cycler un coup. Tac. Voilà. Et les mises à jour de OBS, depuis un certain temps, je suis obligé de faire attention de repartager mon écran et rechecker ma caméra à chaque fois quand je le lance. Là, j'avais oublié le partage d'écran. C'est le projet Portable Pi 80 que nous a partagé JP sur le Discord. Je le mets de côté, je sais pas si j'aurai le temps, j'aimerais beaucoup, je trouve ça super joli. Et j'aimerais bien qu'on se fabrique un truc comme ça. Mais on va regarder si tu veux... Oh, mais voilà, monsieur Hubert, bien le bonjour, installe-toi. Les discussions à la machine à café au boulot, oui, empoisonneur, mine de rien, ça fait vivre les êtres humains dans notre monde tech. J'essaie de pas trop replonger dans le sujet, alors que j'ai plein de sujets là-dessus aussi, ça va être infernal. Donc c'est un petit portable avec dedans, c'est un Pi 0, peut-être un Pi 02 quand même, avec un écran, un webshare, un 7 pouces, et puis c'est tout joli, tout mignon, un petit clavier mécanique.
Ça, c'est un projet un peu plus long terme, c'est quand même pas mal de boulot sur la partie clavier dans ce que j'ai regardé. Mais ouais, c'est le genre de projet, moi je kiffe ça, je trouve que c'est trop joli. Et alors, je vais pas réussir à parler de toute façon, c'est pas grave. Je vous partage un truc que j'ai partagé en revenant de... Hop, je sais pas comment pas se taper les pubs. Not long ago, I stumbled across. Voilà. C'est ce projet, donc je vous ai partagé la vidéo par le compte This Does Not Compute, qui est un passionné de tout ce qui est Mac. Et là, il prend un réveil en forme de Mac, qui marche déjà comme ça, et il en fait tout un projet où il met tout ce qu'il faut dedans avec un écran pour avoir du rétro-computing avec un Mac à l'intérieur émulé avec un Pi 0. Et je trouve ça super. Je vous ai mis dans le... J'ai fait, moi maintenant je suis, depuis que Kios m'a forcé, non c'est pas vrai, chaque fois qu'il y a des choses qui peuvent être moins chères sur AliExpress, je vous file les liens. Enlevez le reste de l'URL si ça vous dérange, c'est des liens sponsors, c'est juste pour payer le VPS pour le site. Oui, parce que maintenant il y a un site que je dois encore continuer pour la commune calme. Et ce projet, ben, le type est vraiment passionné et il vous explique tous les détails de sa démarche, les choses qui marchaient, marchaient pas. Je trouve ça très très intéressant. Et la chaîne, si vous êtes un amoureux des vieilles machines, tout ce qu'il fait autour des anciens Mac qu'il répare régulièrement, mais vraiment, hein, il vous montre vraiment les galères qu'il a, il vous montre les détails. Alors des fois, ça va trop loin pour mes compétences électroniques, mais c'est pas grave, il explique vraiment bien, je trouve. Et en tout cas, c'est un joli projet dont on reparlera probablement sur Calme, puisque que je réussisse ou que je réussisse pas, bien évidemment, quand je vous incite à acheter quelque chose, c'est parce que je l'ai déjà acheté. Donc je devrais recevoir un réveil MacLock plus... alors j'ai peut-être pas tous les composants encore, faut que je regarde si j'en ai pas oublié. Notamment j'ai vu que dans l'histoire, il met un connecteur USB-C à l'arrière qui trafique un peu à partir de celui d'origine, mais c'est un peu compliqué. J'ai peut-être essayé de m'en commander un juste standard, simple, que je puisse insérer à l'arrière. Et tu fais tourner ah oui, et tu peux faire tourner l'émulateur Mac sur le portable de Pi 80, bien sûr, ça marche. Mais là, c'est pour le... Je trouve qu'il y a une beauté de l'objet que je trouve très intéressante. Donc c'était ça que je voulais vous partager. Dans les petits trucs vite fait, hop, que je voulais vous partager aussi, il y a... tiens, ça, oui, bon, ça rame. C'est une offre qui est faite chez Site Studio. Ouais, ça rame toujours un peu. Vous savez, on parle régulièrement de tout ce qui est LoRa, on parle régulièrement de ce qui est Meshtastic, la communication maillée à travers LoRa, à travers Meshtastic. Là, c'est un kit en plusieurs éléments, mais surtout, il y a une réduction sur le starter kit. Conduino, je lui ai fait un petit message tout à l'heure sur le Discord, il m'a dit qu'il y avait certains de ces éléments qui étaient bof, certains qui étaient géniaux. Notamment le panneau solaire, je crois, qui communique aussi, qui est très bien, le SenseCap Solar Node, qui est plutôt bon. Il pense que le Wii U Tracker L1 Pro, c'est un peu moyen, mais bon. Voilà, alors attendez, si on met la totale, on est à 172$ quand même. Mais si vous vous intéressez à Meshtastic, en tout cas, il y a les éléments isolés qui peuvent être intéressants si vous voulez vous lancer. On en reparlera. J'ai rien acheté encore là-dessus, j'ai trop de choses déjà dans cette techno que je ne mets pas en œuvre, donc... Le Solar Node, tu l'as déjà en commande chez Ali Machin? Ah ben voilà, l'ami Conduino qui peut nous faire ses commentaires. Oui, je pense que moi, le panneau solaire, il y a des trucs que j'avais déjà commencé à... Je vous avais montré, hein, et c'est pas fini, mais avec un capteur, avec un ESP, coller ça dans le jardin. Bon, là, vu le temps qu'il fait, j'ai pas envie d'aller me mouiller pour aller le fixer et tout, mais je vous tiendrai au courant. L'idée est un peu similaire, sauf que là, on utiliserait un petit peu le... Ah mais si t'as Didier qui te fait les to-do list de matos, maintenant tu vas plus t'en sortir déjà tout ce qu'on évoque dans les émissions, plus ce qu'il rajoute. Le temps, ouais, c'est la misère, la météo. Bref, tout ça pour vous amener quand même, je l'avais mis en titre un peu en blague, mais je changeais un peu les titres derrière l'émission, vous me direz ce que vous en pensez. Avant j'ai essayé de mettre un petit mot qui reflétait chaque truc, ça me faisait des titres à rallonge qui voulaient rien dire. Là j'ai mis le truc qui me fait marrer et que je vais vous démontrer un petit peu dans la foulée. C'est ce projet Peonping qui, là je suis sûr qu'Olivier sera d'accord, amène la fonctionnalité essentielle si vous voulez utiliser un agent pour vous aider à coder. Donc maintenant c'est compatible avec Cloud Code, Codex, Cursor, OpenCode, Kill aussi LI que je ne connaissais pas, Kiro non plus, et Windsurf et Google Antigravity. Ça rajoute du son à certaines des opérations que fait Claude, que font ces agents d'aide au code.
Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Je vais faire un test et vous me dites si vous entendez tout ça. Hop. Ready to work. Yes, my lord. Alors, je sais pas si le mixeur What est en is route. it? Ouais, je pense que vous l'avez entendu. Hop, confirmez-moi si vous avez entendu ce qui s'est passé. Que je sache avant de continuer, parce que c'est un peu... Ah, voilà, merci. Donc, il n'y a pas que Warcraft. Je comprends même pas d'ailleurs que le projet soit en ligne, vous allez voir la suite. C'est à mourir de rire et d'inquiétude, mais le monde de l'IA nous est habitué à son grand respect. Oui, on dirait Trump. Trump a été enregistré pour Warcraft. Donc le projet de Peon, après, il a des commandes qui permettent de... Alors, c'était le preview, c'était pour faire écouter tout ce qui se passe. J'ai dû installer que les 10 de base. Vous avez du Dota 2, du Duke Nukem, GLaDOS, Helldiver. Vous avez 2 trucs de Warcraft. Vous avez du Starcraft, du Kirov et du TF2. Et il y en a d'autres. Ah oui, il y a la Reverb. Oui, il y a la Reverb parce que j'ai les deux sons en même temps, mais je peux pas le découpler. C'était pour faire voir comment ça fonctionnait. Si je le lance là, on va perdre l'historique. Je vais le garder ici. Donc normalement, à la Reverb près, quand je lance... Yes, my lord. Voilà. La reverb, c'est un truc de bassiste. N'importe quoi. J'ai jamais utilisé de reverb, moi. Le Ricky Larsen Show. Ouais, parce que j'ai à la fois le micro et... Ah, je peux vous le faire sans, si vous voulez. Je peux fermer ma grande bouche. Je crois que ça suffit. Ready to work. Yes, my lord. What is it? Non, mais je crois qu'il y avait encore la reverb. C'est les multicanaux. Bon, bref, vous l'aurez compris, il s'agit de jouer avec des packs de sons. Alors déjà, ça c'est rigolo. J'ai pas de for sure, j'ai pas une machine Macron compatible, je peux pas mettre des sons de Macron dessus. L'autre projet qu'il a fait dans la foulée, alors je n'ai aucune idée de si ça va perdurer, si c'est quelqu'un qui cherche la fame ou pas, mais en tout cas, il a fait l'effort, ce qu'il a utilisé et qui marche dans tous ses OS, de le mettre sous une forme qu'il appelle le OpenPeon, qui permet d'interagir avec ces outils en tâche de fond et de proposer un début de spécification sur les événements. Alors lui, il a choisi d'utiliser ces événements pour déclencher du son, mais on peut très bien imaginer de les utiliser pour d'autres choses liées à ces événements. Et si je vous montre ça, au-delà du fait que ça m'ait beaucoup fait rigoler, évidemment, c'est parce que pour moi, là, il y a un petit truc qui me plaît. C'est un peu comme quand comme quand on a eu les IDE de plus en plus avancées, qu'on se mettait à faire des thèmes pour les IDE. Et le fait qu'on s'intéresse à cet aspect-là, c'est parce que je trouve ça intéressant de s'intéresser à ces outils autour. Donc, je sais pas. Il y avait un truc qui m'a beaucoup plu. C'est pour ça que je tenais à vous montrer ça. Je trouvais que c'était quand même particulièrement intéressant. Hop. Et si je retourne là, les thèmes Winamp, ouais, par exemple. Mais là, je pensais plus aux outils dans le monde du code. Mais ouais. Ouais, alors par contre, j'ai resizé. C'est pour vous montrer, alors c'est dur à lire, c'est juste pour vous raconter ma petite histoire de hier et comment je m'ai utilisé aussi l'IA. Donc déjà, j'ai tendance... 200%, je le redis, hein, 200% d'accord avec l'approche Claude Code d'Olivier, et ce qui est une boutade que je lance, que ce soit en conf ou parfois comme ça, mais oui, les gens sont en train de redécouvrir que avant de coder, il y a une phase de réflexion, et au sens plus pratico-pratique, quelle que soit l'ampleur et le volume et le type de document, mais faire une spécification, ça n'est ni plus ni moins que d'avoir bien compris le besoin et ce qu'on cherche à résoudre comme problème, et comment on va implémenter tout ça. On y réfléchit, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, ça me gêne pas d'appeler ça spécification. Et c'est quelque chose qui revient par le monde de l'IA, et je trouve ça vachement bien. Franchement, je trouve ça trop bien. En tout cas, hier, j'ai aussi... Alors, il y a aussi un autre mode. Là, je suis revenu sur Claude Code hier, mais en
bossant un peu avec OpenClaw, et malheureusement pas encore Nanobot, alors faut que je vois s'il y a une différence là-dessus, mais il y a un peu plus ce besoin de lâcher prise, et je pense que il y a un peu de lâcher prise à avoir pour savoir si oui ou non les IA peuvent vous apporter quelque chose dans votre boulot. Comme disait Olivier tout à l'heure, juste taper crée-moi la feature machin, vas-y go, c'est sûr que vous serez déçu, que ça produira forcément quelque chose de mauvaise qualité. C'est pas la bonne approche. Pour trouver l'approche qui vous convient, parce qu'aujourd'hui je pense qu'il n'y en a pas une. On parlait des skills tout à l'heure, c'est quelque chose qui est récent, donc quelque chose qui est récent, qui lui-même est dans quelque chose qui est récent. Donc ça bouge très très vite, et je plaisante pas, c'est tous les jours que ça bouge réellement. Par contre, dans ces méthodes, il y a une façon de cadrer un petit peu petit à petit qui est intéressante. Là où la solution, alors je sais pas comment, les orchestrateurs d'agents, je crois que quelqu'un avait suggéré tout à l'heure, les OpenClaw, les Nanobots, sont des agents qui finissent par être des agents d'agents et des agents de bout de code parce que vous lui laissez la main. Et moi, ça m'est déjà arrivé chez Bbox, ça lui est arrivé plein de fois. Il finit par se créer ses outils en fait, comme vous lui donnez la main sur la machine où il est. C'est pour ça que je l'ai isolé pour la peine. Et le plus pratique pour lui, dans certains cas, c'est de se créer des sous-agents. Et ce système de sous-agents est beaucoup plus efficace que l'agent simple, pour plein de très bonnes raisons architecturales en l'occurrence. On n'est pas obligé de faire confiance à une IA pour créer le système qui convient, un système agentique aussi, mais disons qu'il y a une certaine efficacité à travailler en swarm, à travailler en équipe d'agents. Bref, tout ça pour dire que j'ai appris à lâcher un peu prise sur plein de sujets, et surtout, tous ces outils-là, moi personnellement, ce que ça m'apporte aujourd'hui, ça va être de me replonger dans des sujets où soit j'étais un peu limite en termes de temps où je pouvais l'accorder, où j'avais peur de plonger, où c'était à chaque fois très difficile et douloureux. Alors, là, c'est un facilitateur qui m'aide à franchir ces étapes-là. Et là, je prends cet exemple. Où est-ce qu'il est ? Il est ici. Je rebascule 2 secondes. Toc. J'ai ressorti, vous savez, on en avait parlé plein de fois, c'est un produit de M5 Stacks, c'est le M5 Paper, ça fait tourner un écran e-ink. Dedans, j'adore ces étiquettes des produits. Il y a plein de choses à dire toujours sur la doc, mais alors les étiquettes des produits au dos des produits, je trouve ça génial. Il y a une batterie, une carte SD, qu'est-ce que j'oublie ? Donc un SP32, l'écran e-ink, c'est un écran touchscreen. Enfin, il y a plein de choses passionnantes sur cet objet. Et cet objet, comme d'autres objets, chaque fois que j'essaye d'aller un peu plus loin avec ce que j'aime faire, soit c'est pas codé, soit il y a la moitié qui est codée, soit je sais pas, j'ai une librairie en circuit de Python qui collabore pas forcément avec un bout de code que j'ai trouvé en micro Python, ou alors c'est pas à jour, bref, c'est un vrai blocage. Celui-ci, j'étais coincé avec un espèce de micro Python fait par M5 mais pas maintenu, donc jamais à jour, enfin c'est vite un problème. Et le circuit de Python n'existait pas, et tout à coup je découvre qu'il est là, il y a un vrai circuit de Python qui est développé, peut-être pas aussi avancé que j'aurais voulu, et notamment sur la gestion de l'écran, j'avais du mal à trouver un projet qui fonctionne, tout bêtement. J'ai trouvé des trucs qui étaient un peu trop passés, ou des choses comme ça. Et donc voilà, c'était mon petit projet, je vais le publier, et je vais continuer, parce que j'aime bien cette petite machine, et moi elle va me servir, j'ai un projet à la maison pour avoir une espèce de télécommande qui mange pas les batteries pour tous les éclairages et la domotique de la maison. Je verrais bien un petit truc comme ça en lien avec quand même Home Assistant, donc il faut que je reprenne le contrôle de l'écran, et c'est ce que j'ai fait hier. Et je repartage mon écran. Et c'est ce que j'ai fait hier. Et je l'ai fait par itération. Mais en me disant, il se trouve que j'arrivais les tokens suivant comme vous les consommez. Moi, cette semaine, j'avais pas trop consommé. Il se trouve qu'il y a eu l'arrivée de Opus 4.6, donc ils ont donné un peu des crédits. Donc je dis là, je peux lâcher la bride un petit peu. Donc j'ai dit on va y aller un petit peu franco, je lui ai juste expliqué les bases, je lui ai donné quand même les différents liens sur le produit, sur une première implémentation du driver mais qui n'était pas complète, enfin je lui ai donné un maximum d'infos. Et je suis parti à itérer et à essayer, à tester. Et finalement ça a bien fonctionné parce que dès le début, en fait je lui ai dit... Dès le départ, je lui ai dit mets-moi des logs pour toutes les étapes de ce que tu es en train de faire dans le déroulé, quand tu initialises l'écran, quand tu manipules les registres nécessaires.
Et en fait, c'est pas à moi que ça a servi, c'est à lui. C'est-à-dire que dans mon dialogue avec Claude Code, je reprenais le message d'erreur, il le complétait, et ainsi de suite. Et mon rôle, c'était simplement d'apporter l'expérience que j'avais déjà eue avec d'autres écrans. Je savais les choses qui coinçaient généralement. Je savais qu'il y avait des chances qu'il se mélange les fourchettes sur les broches utilisées. Je savais que la séquence d'init allait pas être la bonne. Je savais qu'il y avait ce genre de trucs. Et en le guidant comme ça, et en fait en canalisant, j'ai un peu l'impression, pour cette fois-là, d'avoir, alors volontairement, c'est pas l'usage que j'en ai d'habitude où je fais un peu plus comme Olivier, je pose les choses à l'avance et ça avance bien. Là, j'ai essayé d'être un peu plus dans un flow, on va dire. Ce qui est très bien quand vous avez des tokens d'avance, quoi. Quand vous avez du stock de tokens, ça peut être sympa. Et donc j'aime bien, voilà, il a avancé, il s'est rendu compte qu'il s'était planté sur la taille des structures qu'il voulait manipuler, qu'est-ce qu'il y a eu de... Voilà, il me dit qu'il fait des fixes, je fais tout noter, je vais vous montrer les fichiers dans des fichiers au fur et à mesure. Je lui balance les traces à chaque fois. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte, et je devrais faire un peu comme ce que tu faisais Olivier, c'est aussi lui, de temps en temps, lui faire auto-review ce qu'il vient de générer, parce que des fois il se rend compte lui-même des erreurs après coup. Alors pourquoi pas la première fois, je ne sais pas. Peut-être qu'il passe dans un syncing particulier quand il est dans ce mode-là. Et en tout cas, si je vais jusqu'au bout, voilà, c'est la phase où il était monté à presque 400 lignes de code. Et... Tac, tac, tac. Il y a un moment... Voilà, je lui ai fait faire un résumé de tous les fixes. Et je sais plus à quel moment... Mais voilà. Je lui ai réinjecté le bout de code dont il s'était inspiré au départ. Et je lui ai dit, il faut que tu sois aussi minimaliste et simple que lui. Et c'est là où il m'a réduit tout le code, et c'est là où on a commencé à avoir des versions qui fonctionnent. Bon, j'ai rien eu de plus magique. Après, si, je vais vous montrer le code directement, parce que c'est ça que je voulais vous montrer plus tôt. Bah alors, où est passé Tony? Tony la malice, où es-tu? Bon, je l'ai paumé. On va ouvrir. Hop. Hop. Donc là, du coup, l'avantage de cette approche, c'est que je reste sur un circuit de Python d'actualité en version 10. Oui, salut Patrice, retourne au boulot, mais sans, je vais bientôt terminer. Donc il m'a fait quelque chose d'un peu plus propre, si ce n'est que... Alors c'est dans la partie, le code qu'il utilise, je sais pas si je peux zoomer Tony, je sais pas s'il supporte ça, non, toujours pas. Faut éditer dessous. Bref, la prochaine étape, c'est qu'il va falloir que je lui explique. Il y a des mécaniques qui permettent de gérer les fontes en circuit de Python, donc je vais lui réinjecter les fontes parce que là il a vraiment dessiné à la mimine une fonte en bitmap à la mimine lui-même. Voilà. À l'arrivée, ça fait un code que je trouve plutôt acceptable, même si le draw texte, là je vais peut-être affiner, c'est quelque chose que j'aimerais injecter dans le module qui gère l'écran plutôt que dans le bout de code qui soit répété à chaque fois. En tout cas, il y a plus de fonctionnalités que le petit driver qui était un peu déjà dépassé, et je trouve que c'est quand même assez lisible et utilisable, voilà. L'init est plutôt lisible, je trouve que la gestion du dessin est plutôt acceptable. Il y a déjà le phénomène d'échelle, je peux peut-être le tester, tiens. Sous vos yeux ébahis, on va éditer directement, hop. Là je l'ai mis en très très gros, mais... On va voir, va-t-on découvrir qu'en fait il est buggé. Hop, je lui lâche la main. C'est reparti. Ah, j'ai pas mis la caméra en même temps. Là, donc là, il a effacé l'écran. Et voilà. Donc il a bien affiché le texte en plus petit. Voilà. Je vais lui rajouter un certain nombre de tests là-dessus. Il y a des choses que je voulais essayer. Donc là, voilà, je trouve que c'est pas encore terminé. Il y a une phase pour moi qui va être extrêmement importante. Qui va être de tout relire et tout remettre au carré comme je souhaite le remettre au carré. J'aimerais que ça aboutisse et en faire une vraie lib, donc j'en avais déjà parlé dans un autre calme, il y a quand même des standards à respecter pour arriver à être une lib, on va dire homologuée par circuit de Python. J'aimerais bien aller jusqu'au bout. Et pour moi c'est typique, voilà, c'est des choses où je me permets une certaine liberté. Pour l'instant je pourris personne, je suis dans le projet de personne. Avant de publier des choses qui soient réutilisables, je vais
prendre mes responsabilités sur le code qui a été produit. Je sais pas sous quelle forme je vais le faire, je sais que ça se fait un peu maintenant, mais je vais signaler dans le projet qu'une partie du code a été générée. Je vais mettre un guide de contribution, j'en ai vu quelques-uns qui commencent à être pas mal, qui n'interdisent pas qu'on utilise l'IA pour faire une contribution sur un projet, mais qui exigent un certain nombre de choses pour cadrer, notamment que vous ayez relu votre code, que vous en soyez responsable, enfin voilà. Je vais m'en faire un petit projet tout petit, hein, ça va concerner que quelques personnes. La machine, même si elle est géniale, elle n'a pas été vendue beaucoup. Des gens qui en plus mettent du circuit de Python, il y en a encore moins dessus. Mais voilà, c'est pour faire mes expériences là-dessus. On verra jusqu'où ça va. Voilà, j'ai super soif. Il faut que j'aille prendre un café avant ma réunion. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Ravi de voir qu'il y a toujours autant de passion quand on parle de tech. Je sais que, ok, c'est un sujet un peu hype, mais ça fait rien. Ne vous refusez pas ce genre de choses. C'était inspiré, mais j'étais déjà chaud parce que ce qui s'est passé à Torrent Tech pendant et après mon talk, j'ai déjà eu beaucoup d'échanges sur le sujet, donc je voulais quand même déjà en parler. Mais quand j'ai vu que tu avais aussi cette approche aussi, je me suis dit, écoute, on profite aujourd'hui. Olivier, il fait un sujet sur un sujet que moi aussi je veux aborder dans la foulée. Ça arrive régulièrement et c'est cool. J'adore ça. Autant y aller franco et puis on verra où ça nous mène. Oui, vive les conférences pour ce genre de choses. Je pense que ça a fait des choses intéressantes et je suis ravi, Sébi, que ça te plaise et je te recauserai de ces petites idées autour des mondes virtuels. J'ai pas l'intention de m'arrêter là et là c'est du pur kiff, hein. J'ai pas aucune prétention à rien là-dessus, mais il y a quand même des choses qui se bousculent dans ma tête depuis ta keynote que j'avais pas pu réaliser, mais je pense que là je suis mûr sur mes compétences et sur le matériel que j'ai à la maison pour essayer des choses. On verra où ça nous mène, on verra où ça vous mène peut-être. J'espère que malgré la mauvaise météo, cette petite hausse en température sur ce sujet vous aura fait du bien. Moi j'aime toujours autant parler de ces sujets, c'est toujours captivant et c'est pour ça que je continue d'être dans ce monde-là. J'espère qu'on continuera d'échanger, de partager autour de ces sujets, que ce soit avec Olivier, Sébi ou d'autres, en conf ou pas en conf, parce qu'on n'est pas tous dans la capacité à aller voir des confs, c'est pas toujours facile. Donc c'est un peu pour ça qu'on fait des lives avec Olivier, pour vous partager ce genre de choses, et qu'on va continuer. Je suis d'accord avec Goose, quand est-ce qu'on retourne à Tours? T'as été piqué, c'est le problème de Tours, ça prévient pas et on a envie d'y retourner. Passez une excellente journée toutes et tous, passez une bonne semaine, normalement pas de soucis pour faire un calme la semaine prochaine, passez une tête sur le Discord si vous le souhaitez. Probablement que la semaine prochaine on parlera un petit peu du bilan du site web, où j'en suis pour la commu et tout ça, quelles sont les prochaines étapes, on verra tout ça ensemble. Bye bye, ciao, des bisous.